J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 5e CBC. Merci à nos intervenants. Alors, on a essayé de donner un titre un peu sympa à cette table ronde. On l'a intitulé « Au-delà des nuages, cybersécurité dans l'industrie aéronautique ». Alors, vous le savez, l'aéronautique, peut-être un peu plus que les autres filières, est confrontée à la question de la cybersécurité parce que c'est souvent lié à une question de souveraineté. Donc, il y a deux ports d'entrée. On peut dire les attaques classiques plus les attaques contre la souveraineté qui peuvent se rajouter. C'est aussi une filière qui est organisée de manière très verticale depuis très longtemps, avec des donneurs d'ordre qui irriguent une filière entière et du coup tout le monde est interdépendant et avec une notion d'entreprise étendue. On en parlera tout à l'heure. Airbus a initié cette entreprise de notion étendue qui au début était, on va dire, pan-européenne et puis avec l'internationalisation des marchés est devenue complètement mondiale. Donc se pose aussi la question de la cybersécurité sur des sites déportés, souvent à l'étranger. Alors on va parler de tous ces sujets avec nos intervenants. Je vous les présente. Thierry Racot, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général d'Airbus Protect qui a son stand à l'entrée. On ne peut pas le rater. Rodolphe Perica, vous êtes le directeur général de Boost Aerospace. Vous nous expliquerez ce que fait Boost Aerospace. Marion Buchet, bonjour et bienvenue. Vous êtes la secrétaire générale du CERT Aviation France et ancienne pilote de chasse. Donc je le mentionne parce que c'est toujours sympa. Et Michel Hoffman, merci d'être avec nous. Vous êtes Global Cyber Security Program Manager chez Sopra Steria Aeroline. Donc vous êtes le spécialiste chez Sopra de la business line aéronautique. Alors Thierry Racot, Airbus Protect, c'est peut-être on va expliquer qui vous êtes parce que c'est une marque un peu nouvelle dans la galaxie Airbus. Vous dirigez cette nouvelle société, elle a été créée quand et quel est son objectif? Absolument, bonjour à tous, merci. Airbus Protect, oui, c'est une marque un petit peu nouvelle. On a été créé en juillet 2022, donc il y a pratiquement 18 mois. Alors, on n'est pas parti de zéro. C'est une société qui résulte d'un regroupement en interne d'un certain nombre de capacités, en particulier de capacités cyber. Donc, on est 1500 dans la société, essentiellement en France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. On a 3 métiers principaux qui sont la safety, donc toutes les études de sûreté pour démontrer qu'un avion est sûr de fonctionnement. La cybersécurité, qui on l'a vu de plus en plus en matière d'aéronautique, sont des choses qui sont très liées, safety et cybersécurité. Et on a un 3e métier autour de la durabilité, la sustainabilité. Et pourquoi avoir mis ces 3 compétences au sein d'une même entreprise? C'est parce que globalement, chez Airbus, tout ce qui vole, ça doit être sûr, ça doit être cybersécurisé et ça doit être éco-responsable. Donc on a regroupé dans une même entité ces compétences qui sont clés pour les 3 divisions du groupe. D'accord, donc 1500 personnes environ. Vous adressez les 3 divisions d'Airbus, aviation commerciale, hélicoptère et Defense and Space, mais vous avez aussi des clients externes au groupe. Hein. Voilà, absolument. L'idée, c'est que Airbus Protect Airbus, ça c'est notre mission principale, mais ce n'est pas la seule, ça a été dit ce matin. La filière aéronautique a besoin aussi d'être mieux protégée. Airbus est bien protégé et aujourd'hui les points de fragilité, ou en tout cas les partenaires ou les sous-traitants ou les partenaires ou les fournisseurs d'Airbus peuvent être des points de fragilité. Et donc Airbus a décidé de mettre ses propres compétences cyber au service de la filière pour les aider à être mieux sécurisés. Oui, parce que je le disais en introduction, la difficulté de cette supply chain, comme on dit, c'est qu'elle est multiple. C'est autant de portes d'entrée pour remonter jusque chez Airbus, le grand donneur d'ordre. Hein. Voilà, absolument. Il y a quelques années, Airbus était la cible principale. Maintenant, la menace, elle est partout. Elle est à tous les étages aussi de nos fournisseurs. Elle se multiplie. Donc, protéger Airbus, ça passe aussi par protéger cette filière. Absolument. Alors, ces acteurs, ces entreprises, qu'elles soient ETI, PME, TPE de la supply chain aéronautique, est-ce qu'elles font face aux mêmes menaces cyber que les autres secteurs où il y en a des différentes ? Alors, elles font face aux mêmes menaces. On l'a vu, les menaces, elles s'est généralisée, elles s'est diversifiée. Les motivations, ça reste toujours à peu près les mêmes. Ça tourne autour de la malveillance d'individus ou d'organisations. Ça tourne autour du vol de données, donc des problèmes de piratage ou de captation de secrets industriels. Ça tourne autour du rançonnage, les ransomware. Et puis, ça peut tourner aussi autour de la malveillance, même si Airbus n'a pas été attaqué sur ces sujets-là. Ça fait partie des nouvelles menaces. Mais globalement, les fournisseurs sont plutôt attaqués sur le volet rançon. Et la difficulté, enfin, ce qui rend très, très, très pertinent le fait de se protéger, c'est qu'on peut mettre à l'arrêt
avec un fournisseur qui manque, on peut mettre à l'arrêt des lignes d'assemblage et immobiliser beaucoup d'argent. Absolument. Donc si Airbus veut continuer à produire ces avions au rythme auquel nous sommes censés les produire, c'est toute la chaîne d'approvisionnement. Ça peut aussi passer par des intervenants qui sont sur la chaîne logistique ou des sociétés de transport qui peuvent être des maillons faibles. Donc à la fois, c'est un mode vertueux qui fait qu'on peut, nous, apporter cette compétence cyber aux fournisseurs et à la supply chain, et en même temps, on concourt à sécuriser donc, la chaîne de production d'Airbus. Et votre activité, c'est à peu près 50% pour le groupe Airbus et 50% l'externe? Absolument. Et donc l'externe, ça reste vraiment la filière aéronautique et spatiale. Vous ne trouverez pas Airbus Protect sur la grande distribution ou les banques. On est un acteur cyber très spécialisé de l'aérospatiale. Et alors, comment vous jugez la maturité de notre filière aéronautique, la supply chain? Est-ce que spontanément, les messages commencent à rentrer? On va en parler tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes contacté par des fournisseurs d'Airbus ou de Safran ou de Thales qui demandent à être protégés? Absolument, on est contacté ou on va spontanément rencontrer certains des fournisseurs, et puis c'est une bonne transition, on s'appuie sur Airbooster pour ça. Exactement. Alors Rodolphe Perica, vous êtes le directeur général de Boost Aerospace, c'est l'entité de confiance de l'industrie aéronautique et défense. Alors un mot, présentez-nous Boost Aerospace. Alors Boost Aerospace, effectivement, notre ADN, c'est ça, c'est la confiance, l'unité, la fédération sur toutes les solutions collaboratives digitales pour l'écosystème aérospatial et défense européen, mais avec un reach et une supply chain qui est mondiale. Et donc il y a 15 ans, en fait, il y a 4 gros acteurs, Airbus, Thales, Safran, Dassault Aviation. Il y a 15 ans déjà. Il y a déjà 15 ans, Ouais. sur la base de plateformes qui ont été créées il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, en fait, on a été assez visionnaire, on s'est dit... si on veut tenir les montées en cadence, il faut qu'on arrive à synchroniser toute notre supply chain, qui est une supply chain complexe, qu'on appelle multi-tier, multi-échelon, compliqué à synchroniser. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas sans un outil. Et en fait, on a utilisé vraiment la révolution de l'Internet à l'époque, qui était une première révolution, pour arriver à synchroniser tout ça. On a créé une plateforme qui s'appelle Air Supply. Et Air Supply, en fait, c'est aujourd'hui un peu l'Amazon de la supply chain. C'est une plateforme qui est administrée par Boost Aerospace. Il y a 10 000 fournisseurs dessus. Et en fait, c'est la plateforme qui synchronise tous les échanges en fait, entre donneurs d'ordre et fournisseurs à tous les niveaux sur l'ensemble de la supply chain aéronautique. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à tenir des cadences incroyable en fait, oui. sur l'aéronautique. C'est cette numérisation anticipée en fait. Hein. Tout à fait. Donc vous avez Air Supply, mais vous avez 3 autres divisions, enfin 3 autres plateformes. Exactement, parce qu'avec Air Supply, en fait, on s'est retrouvé dans une situation très tôt où on s'est aperçu qu'on était en train d'ouvrir les systèmes en fait. Voilà. Par définition. Forcément, si on permet aux fournisseurs de... Exactement, on mettait en place des solutions collaboratives, Internet, qui nécessitait une ouverture des systèmes. Alors sur la partie supply chain, mais c'est vrai aussi sur les systèmes de PLM. Voilà, il y a toute une synchronisation. Les produits qu'on sort à la fin sont extrêmement complexes pour synchroniser l'ensemble de la chaîne sur le design, l'industrialisation et ensuite la production en série. Ça nécessite des systèmes très ouverts. Et donc on a développé un nouveau produit. Voilà, Romain Botan qui était déjà à la manœuvre, qui est le chef de produit sur un produit qui s'appelle Air Cyber. Donc Air Cyber qui est vraiment la plateforme aujourd'hui de référence pour arriver à standardiser en fait, les évaluations de maturité cybersécurité de l'ensemble des boîtes de la filière aéronautique défense spatiale européenne. Donc ça, c'est un des produits clés, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, mais après on a un autre produit, on en parlera également sur un aspect plus maturité industrielle qui s'appelle Aéro Excellence, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Donc l'idée, c'est que tout le monde ait à peu près on va dire une homogénéité de protection pour pouvoir dialoguer en confiance, puisqu'on on parlait de la confiance sur ces plateformes. Hein. Exactement. L'un des enjeux, en fait, pour tout patron de supply chain, c'est d'arriver à maîtriser le risque, en fait, dans l'aéro. C'est de se dire, de rendre visible ce qui n'est pas visible. Donc, quel est le niveau de maturité d'un fournisseur dans ma supply chain aéronautique sur la protection cybersécurité? Donc, vraiment, avec Air Cyber, il y a eu un boulot considérable pour arriver à fédérer en fait l'ensemble des acteurs. Alors les 4 actionnaires déjà, c'est pas évident. Hein, tous les responsables sécurité d'Airbus, Thales, Safran, Dassault Aviation avec de la défense, du spatial, donc les fédérer sur un standard d'évaluation de maturité. Donc il y a un questionnaire à 120 questions qui a été basé sur les règles d'hygiène de l'ANSSI. Vous êtes appuyé sur l'ANSSI en fait. C'est basé exactement sur les règles d'hygiène de l'ANSSI et qui permet en fait au terme d'une évaluation d'avoir un score, donc 3 niveaux de notation, bronze, qui est sont vraiment le niveau basique de l'ANSSI,
Voilà, l'argent, ça veut dire que j'ai commencé à sécuriser, mieux sécuriser mes connexions Internet, l'authentification forte. Et puis le niveau Gold, qui veut dire que je suis capable de détecter, je suis capable de réagir rapidement. Et donc ça permet en fait d'avoir ce standard d'évaluation, une seule évaluation faite pour un fournisseur donné, qu'il peut opposer à l'ensemble de ses clients en fait. Donc ça, c'est le premier succès. Qu'il peut opposer également, ça a été un deuxième succès, parce qu'on a une reconnaissance de la DGA, parce qu'on a beaucoup de boîtes de l'aéro qui travaillent aussi pour la défense. Oui, souvent, ils sont défense, la DGA qui a son DIAC Cyber, donc on a une reconnaissance en fait d'Air Cyber en équivalence en fait de DIAC Cyber. Et là, en fait, on est en train de travailler, voilà, parce que c'est bien d'avoir ça en France, c'est un gros succès, c'est déjà bien. Et il y a une ambition de le rendre plus international, donc voilà, on est en train de le pousser vers l'Allemagne, parce qu'on ne peut pas avoir un standard en étant uniquement avec une référence française, donc on est en train de le pousser vers l'Allemagne, vers l'Angleterre. On a une reconnaissance là, de l'Aviation Isaac, donc pour dire, eux reconnaissent au niveau international qu'Air Cyber va devenir la référence d'évaluation. Donc Romain va être dans 2 semaines avec Boeing, pour essayer vraiment de faire reconnaître le standard. Parce qu'à la fin, c'est la force en fait, de la plateforme pour nos fournisseurs, c'est ça. C'est évaluer une fois, et il y a des gains d'échelle considérables. En fait. Et oui, pour pas que les clients du fournisseur en question, à chaque fois, lui demandent une certification. Là, ça sera, on va dire, un passe-partout, un sésame pour prouver que le niveau de cyber est au bon niveau, justement. Exactement. Ok. Du coup, combien de personnes ont passé, combien d'entreprises ont passé ce fameux questionnaire et ont décroché un statut bronze, gold, silver? Aujourd'hui, c'est 300, un peu plus de 300 sociétés qui sont passées. Voilà. On en a 270 qui sont toujours actives. Et puis là, on essaie, on en parlera après, voilà, c'est un des enjeux, c'est le passage à l'échelle en fait. Oui, mais c'est ça, il faut accélérer. Il va falloir, le salon CBC est aussi là pour faire connaître le principe. Est-ce qu'aujourd'hui, si moi je suis pas passé par vos standards, j'ai pas décroché de label, est-ce que demain ça va être un problème pour pouvoir répondre à des appels d'offres, à des work packages que les avionneurs, les motoristes peuvent lancer? Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore contractuel, ce n'est pas encore une exigence contractuelle, mais on a cette année, Safran, en fait, par exemple, a commencé à envoyer à sa supply chain une lettre en leur disant, pour nous, le risque cybersécurité, il est critique. Enfin, je pense que pour tout le monde ici, c'est très clair. Donc on vous demande de vous mettre en conformité. On reconnaît, nous, le référentiel Air Cyber. Donc on vous demande de vous mettre en conformité au référentiel Air Cyber bronze avant la fin de cette année. Ça, c'était Safran. Fin 2023. Il faut aller vite. C'est pas encore dans les contrats, mais voilà, il faut que chacun s'y prépare parce que ça va le devenir, plus l'aspect réglementaire, je pense, qui va aussi devenir une contrainte forte, mais on va en reparler, je pense. Donc si on est intéressé pour être audité ou répondre aux questionnaires, il y a un site internet, Boost Aerospace. Sur Boost Aerospace, tout à fait. Ok. Alors Marion Buchet, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la secrétaire générale du CERT Aviation France. Alors CERT in extenso, ça veut dire quoi? CERT, ça veut dire Computer Emergency Response Team. Donc, on trouve des CERT internes et des CERT externes qui font principalement de la réponse à incident et de la veille. Nous, il faut plutôt nous voir comme un centre de ressources pour les entreprises du transport aérien et les organisations du transport aérien. Nous sommes ouverts à toutes les entités, privées comme publiques. Il a été monté par le Conseil cyber pour le transport aérien. Il regroupe ce conseil? Il regroupe 14 acteurs, donc l'ANSI et 13 des plus gros acteurs du transport aérien, Air France, ADP, Safran, Thales, qui ont décidé de monter ce CERT sectoriel. Donc le CERT sectoriel a débuté ses activités en avril. De cette année. Vous avez été créé en novembre 2022, je crois. Oui, mais pendant les 5-6 premiers mois, il ne s'est pas passé grand-chose puisqu'il n'y avait personne. C'était le chantier. Voilà, je suis arrivée en avril. À partir d'avril, on a commencé à développer un catalogue de services. Donc, on a développé un service de réponse à incident. Parce que même si la cyber reste de la responsabilité des entreprises qui se tournent vers des acteurs privés pour les aider, la puissance publique ne se désengage pas et la Direction générale de l'aviation civile est extrêmement proactive avec l'ANSI pour aider quand même les entreprises à mutualiser de manière à faire face. Se payer un service de réponse à incident quand on est une TPE-PME, c'est compliqué. Oui. Donc nous, on a créé ce service pour toutes les entreprises qui adhèrent au CERT. C'est un service qui est H24, en 24/7. Ils peuvent appeler, il y a un numéro avec un analyste qui va les aider à effectuer les premières actions
à faire les déclarations CNIL, parce que ça peut éventuellement être quand même quelque chose de pas évident quand on n'a pas l'habitude, qui les mettra en relation avec la gendarmerie des transports aériens s'ils souhaitent porter plainte, avec qui nous sommes en train de finaliser une convention. On aura des procédures un peu fluidifiées de dépôt de plainte, et qui les reroutera vers les CESIRT régionaux qui sont en force dans la salle, qui permettra une prise en compte pour les aider à trouver un prestataire de remédiation. Alors vous êtes une association de loi 1901, mais vous allez passer en GIP, en groupement d'intérêt public. Hein. Oui, on deviendra un groupement d'intérêt public à la fin de l'année, a priori. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents? Parce que c'est un peu nouveau. Hein. Vous avez été lancé, on va dire, opérationnellement en avril. On est au mois de novembre. En fait, on a 8 membres fondateurs. Donc le groupe ADP, Air France, la DGAC, Airbus, Dassault Aviation, Thales, l'Union des aéroports français et la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Et on a une quinzaine d'autres membres, dont certains sont dans la salle. Voilà. Ah oui, on voit un coucou. Voilà. Bonjour madame. Il s'avère qu'on n'a pas recruté activement parce qu'il était important pour nous de d'abord développer le catalogue de services, donc la réponse à incident. Et on propose aussi une plateforme de veille de vulnérabilité. Sur les nouvelles menaces Plus pour suivre ce qui est vulnérabilité. On crée un périmètre, chaque membre peut créer un périmètre et suivre ses vulnérabilités. Donc il est important pour nous d'abord de créer un catalogue. On a aussi un site internet, donc si jamais vous voulez adhérer, vous pouvez aller sur le site cert-aviation.fr qui est en ligne depuis ce midi. Ah, parce qu'on ne savait pas quand on a organisé la conférence. Et on a mis la presse. D'accord. Je leur ai mis la presse. Du coup, là maintenant, on va vraiment commencer le recrutement actif de membres. On a quelques webinaires prévus sur le début de l'année. On continue cette action plutôt pour les TPE-PME et on va, sur le premier semestre 2024, développer notre propre capacité de veille spécifique au secteur du transport aérien. D'accord. Alors pourquoi avoir créé un CERT sectoriel? Est-ce que la filière aérospace, je vais faire simple, a des besoins particuliers ou est-ce qu'il faut être traité par des pairs pour être bien traité en cas d'incident? Disons qu'on va développer une compétence assez spécifique. Comme on le mentionnait tout à l'heure, il y a toutes les questions liées au vol de propriété intellectuelle qui nous confrontent à des menaces un peu particulières. Donc on va développer ça. On a pour ambition aussi de développer un suivi de la vulnérabilité spécifique aux logiciels qui sont employés dans le secteur, qui ne sont pas forcément très standardisés, surveillés. On va dire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les deux objectifs qui nous sont donnés aussi par l'ANSSI. Très bien. Alors, si on veut adhérer, combien ça coûte Donc c'est gratuit jusqu'au 31 décembre 2024. Donc n'hésitez pas. Et puis chez vous, hein. C'est ça. Et vous nous aiderez. Et surtout, c'est gratuit pour un an. En fait, c'est gratuit jusqu'à fin décembre. D'accord. Donc c'est pas voilà. On avait grâce à la subvention de l'ANSSI, on peut se permettre ça. Ce qui nous permet aussi d'enrôler des membres qui pourront nous dire ce qu'ils veulent pour développer notre catalogue de services. Donc c'est vraiment important d'adhérer dès maintenant et de ne pas attendre pour qu'on puisse développer ce qui vous intéresse. Très bien. Et après, si j'arrive au 1er janvier, ça coûte combien? C'est en fonction de la taille de l'entreprise? Non, mais je pose des questions. Souvent, les chefs d'entreprise me disent, mais combien ça va me coûter? Donc, c'est en fonction de la taille de l'entreprise. Et pour une TPE-PME, pour l'instant, ce sera réévalué en fonction des services qui seront développés. Mais on est sur 250 € par an. Ah oui, ça va. Ça reste raisonable. C'est plutôt très raisonnable. Bon, merci en tout cas pour ce petit focus. On reviendra avec vous tout à l'heure. Michel Hoffman, vous êtes un patron de la ligne aérospace, on va dire, chez Sopra Steria. Aeroline, vous êtes spécialiste de cette verticale chez Sopra. On a évoqué les menaces et les protections qu'on doit mettre en place, mais vous souhaitez aussi attirer, et alors j'ai bien aimé quand on a préparé ce rendez-vous, notre attention sur l'obsolescence des systèmes. Parfois, on a l'intention de se protéger, on a dégagé un budget et puis finalement on se rend compte qu'il y a du hardware ou du soft qui est complètement obsolète et qui nous empêche de nous protéger. Expliquez-nous ça, notamment dans l'aéro. Hein. Exactement, oui. Quand on regarde un petit peu les challenges spécifiques auxquels est confrontée la filière aéro, en fait, on se rend compte d'abord qu'il y a une dimension industrielle très très forte. Et ensuite, on l'a déjà évoqué un petit peu auparavant, le caractère très éclaté et hétérogène de la supply chain. Oui. Donc on est sur des environnements, quand on regarde ça au travers du prisme cyber, donc des environnements très teintés industriels sur lesquels on a des machines physiques qui sont très très compliquées à protéger.
Alors ça, il y a plein de raisons, mais effectivement, vous avez raison de l'évoquer. En fait, il y a une raison principale qui est l'obsolescence des systèmes aujourd'hui en place sur les chaînes de production et les environnements industriels de façon générale. Pour être très concret, on va donner un exemple. Par exemple, j'ai une machine qui a été automatisée avec un PC à côté qui a un système d'exploitation qui date de Mathusalem et qui n'accepte pas des nouvelles protections. Hein. Voilà, c'est ça. Pour être très, très pratique, hein, aujourd'hui sur les environnements qu'on peut voir, c'est pas rare effectivement de trouver 30, 40, 50% des PC industriels qui fonctionnent avec des OS type Windows 7 ou plus anciens. Oui. Donc des choses sur lesquelles aujourd'hui, si on prend un exemple très concret, une protection de base qui est l'antivirus, aller trouver aujourd'hui un antivirus sur le marché qui est supporté dans des environnements Windows 7, il n'y en a plus. C'est possible. Ouais. Ensuite, on a aussi le phénomène que c'est très compliqué, voire impossible, d'aller installer des agents sur des machines physiques qui sont souvent soumis soit à des contraintes de temps réel qui sont très très fortes ou qui sont sous garantie fournisseur. En fait. Ah oui. Donc, impossible d'aller toucher ces machines sans faire sauter la garantie fournisseur. Donc c'est très compliqué aujourd'hui avec les solutions classiques, avec les démarches classiques, les approches standards qu'on va retrouver dans le monde de l'IT de gestion. C'est très compliqué d'adresser effectivement le sujet sur le domaine industriel. Donc c'est pour ça que vous parlez de dette en cybersécurité de ces acteurs et de leurs équipements. Hein. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, on parlait d'hygiène cyber tout à l'heure. Cette hygiène cyber, en fait, qui est quelque chose qui est appliqué de façon assez mature dans l'IT de gestion. Aujourd'hui, c'est très compliqué de l'appliquer dans les domaines industriels et effectivement, on parle de dette cyber, en fait, donc du retard à combler effectivement sur la protection de ces systèmes-là. Ouais. Alors comment on fait? Parce qu'on voit, tout le monde veut sécuriser toute la chaîne, le moindre fournisseur. Comment on fait quand on est confronté à une réalité physique telle que vous la décrivez? D'abord, on galère et on se rend compte effectivement que pour déployer des programmes de sécurisation dans des environnements industriels, ça oblige en fait, à prendre en charge en fait, des approches un petit peu spécifiques qui souvent sont coûteuses, qui vont être complexes, et donc on a des résultats souvent qui sont assez mitigés. Et donc la solution pour s'en sortir à un moment donné, en fait, c'est de rentrer dans les schémas de rupture, donc aller vers des approches innovantes en termes de protection des machines industrielles. D'accord, mais alors j'imagine qu'une PME, a fortiori une TPE, quand elle est confrontée à ça, pour elle, c'est quand même un peu l'Everest, non? Autant une ETI, un grand groupe peut... Ouais, c'est compliqué. Mais alors, le côté positif, effectivement, c'est que la filière aéro a pleinement conscience de ce phénomène-là, et donc elle s'est organisée, effectivement, pour répondre à ce sujet-là. On parlait, effectivement, de l'accompagnement d'un acteur comme Boost Aero sur la filière, c'est effectivement fondamental. Ensuite, il y a d'autres initiatives, en fait. Donc, typiquement, Sopra Steria, aujourd'hui, participe à un programme d'innovation sur la cybersécurité industrielle qui est cofinancé par un fonds Corac qui a pour vocation de soutenir la performance du secteur aéronautique. Donc cette initiative Industrie du futur, elle a pour vocation de construire les nouvelles approches de sécurisation des domaines industriels pour demain, effectivement. Et le cahier des charges qui nous a été donné, c'est d'être à la fois applicable pour les grands acteurs du secteur, mais aussi pour les TPE, PME, effectivement, qui, comme vous le dites, souvent sont confrontés à ces problématiques de sécurisation, qui le voient effectivement comme une montagne, et c'est très très compliqué pour elles effectivement d'adresser ces sujets-là. Donc on développe aujourd'hui effectivement, et la filière investit pour développer des solutions qui sont adaptées à toutes les tailles d'organisation effectivement de la filière. Et tout à l'heure, on évoquait le risque de plus être référencé ou de plus remplir les critères des donneurs d'ordre. Est-ce que ça va jouer, après Thierry, vous nous donnerez votre sentiment, mais un coup d'accélérateur, au-delà de la prise de conscience, dire il va falloir vraiment que je m'y mette, sinon, prochain appel d'offres, je ne pourrai pas y répondre. C'est certainement effectivement un accélérateur. À un moment donné, le bâton effectivement qui va faire en sorte que la filière va continuer à monter en maturité. Maintenant, ça se fera effectivement uniquement si on a des acteurs aux côtés des TPE, PME en fait, qui vont les accompagner sur cette montée en maturité et des solutions à leur proposer. Encore une fois, un acteur comme Boost Aero, avec ses partenaires, travaille en fait sur ces sujets-là, et on accompagne Boost Aero sur ces démarches-là très volontiers. Ouais. Et alors, on sait que la supply chain aéro dans la région, elle s'est quand même beaucoup internationalisée vers l'Afrique du Nord, les pays d'Europe de l'Est, le Mexique. Enfin, c'est dollarisé à outrance. Est-ce que là aussi, c'est une complexité supplémentaire parce qu'il faut sécuriser tous les maillons et avoir des équipes qui puissent déployer de manière homogène toutes ces protections?
Bien entendu, oui, c'est une complexité, mais d'où l'intérêt effectivement d'aller de plus en plus vers des solutions standardisées, effectivement, qui sont facilement déployables dans l'ensemble des environnements. Donc d'aller vers plus de solutions standards facilement déployables. Pour reprendre l'exemple effectivement de ce programme Industrie du futur d'innovation, très pratiquement et très concrètement, en fait, on est en train de travailler sur une cyberbox, donc une boîte cyber en fait, qui va être déployée au plus près des machines industrielles et qui, chose très très importante, va déployer une sorte de protection de la machine industrielle sans être intrusif. Donc il n'y a plus le problème de garantie dont vous parliez. Exactement. Et c'est plus, c'est compatible avec quel pourcentage de machines? Le maximum, j'imagine. Avec un maximum. L'objectif, encore une fois, le cahier des charges de cette solution-là, c'est justement en fait de se détacher des contraintes physiques de la machine et donc de pouvoir intervenir, encore une fois, en mode périphérique, en mode plug and play en fait, de déploiement de ce type de solution-là. Oui, tout à fait. Donc ça, on peut espérer le voir opérationnel à quelle échéance? Alors, les premiers déploiements en fait, sont aujourd'hui envisagés sur le premier trimestre 2024. En fait, on est en fin d'industrialisation effectivement de ce type de solution. Oui. Donc ça, c'est une solution un peu standard qui peut accélérer la protection. Thierry Racot, je sais que vous vouliez avoir un message d'espoir parce qu'on parle beaucoup d'attaques. Vous avez dit Airbus a été souvent la cible d'attaque. Maintenant, c'est plus les autres ports d'entrée à la supply chain. Vous dites oui, il y a des attaques, mais vous avez vu, la preuve, aujourd'hui, on est tous réunis, il y a des réponses. Hein. Alors les attaques, elles demeurent. Hein. Airbus reste, il y a des tentatives, il y a plus d'une centaine de tentatives par jour. Par jour, hein. Qui sont bien sûr repoussées. Mais la bonne nouvelle, effectivement, c'est assez anxiogène. On parle d'attaques, on parle de menaces, mais on ne parle pas suffisamment de la défense. Donc le message que je voudrais passer ici, c'est qu'en matière de cyber, on n'est pas concurrents. Vous voyez, on se serre tous les coudes, on est tous là pour s'organiser. Et que la défense est organisée. Ce qui pouvait sembler à l'origine comme étant des pièces de puzzle un petit peu désordonnées, ça s'ordonne, ça s'organise. Donc la défense est effectivement là. Il y a des réponses, il y a des technologies, il y a des moyens qui sont mis en place. Donc il faut s'appuyer sur nous, il faut avoir confiance dans les différents moyens de défense. Et en plus, donc, la réglementation évolue, ça a été dit ce matin par Guillaume Poupard. Il y a des règlements nationaux qui avaient déjà été émis par l'ANSSI il y a plus d'une dizaine d'années et qui font référence maintenant en Europe. Il y a des directives de la Commission européenne, Nice 1, maintenant Nice 2 qui va également être applicable à partir d'octobre 2025. Et puis en matière d'aéro, il y a aussi la réglementation côté EASA, donc de l'Agence européenne de la sûreté aérienne, qui fait qu'avec ce qu'on a présenté ce matin, la réglementation qui s'appelle Part-IS, qui va s'appliquer maintenant à tous les fournisseurs de la filière aéronautique et qui devront être effectivement conformes à cette législation d'ici au 16 octobre 2025. Voilà, la date est fixée, elle est connue. C'est dans 2 ans, donc il faut pas traîner. Nous, bien sûr, chez Airbus Protect, on s'y prépare depuis assez longtemps. Et c'est aussi des prestations de conseil qu'on peut apporter à la filière pour qu'ils se mettent en conformité. Parce qu'effectivement, le risque, ce qui a été dit, c'est que si à l'horizon du 17 octobre, certains fournisseurs ne sont pas en conformité, il y a un risque que l'EASA leur retire leur agrément. Ah oui, donc là, ça va pénaliser fortement l'accès au marché pour ces entreprises. Absolument, oui, oui. Et du coup, cette réglementation, est-ce que dans les autres parties du monde, aux États-Unis, on voit les mêmes mouvements ou est-ce que c'est une initiative purement européenne? Alors on voit les mêmes mouvements. La FAA est aussi en train de regarder ce que fait l'Europe. Ça a été dit aussi ce matin, Boeing a des avions qui volent en Europe qui devront aussi être conformes à cette réglementation. Donc ça fait tache d'huile. C'est un règlement qui va s'appliquer à toute la filière et tout pays confondu. Et du coup, on s'appuie pour diffuser toute cette information. Je vais peut-être poser la question ou à Michel ou à Rodolphe, mais est-ce que le GIFAS, est-ce que on va dire les organismes de filière sont moteurs pour dire ben voilà, protégez-vous rapidement parce que réglementation européenne, il y a des échéances qui arrivent? On travaille au plus près en fait avec le GIFAS, c'est vraiment un des enjeux. Je parlais tout à l'heure du passage à l'échelle. C'est la protection par rapport au risque. C'est vrai qu'aujourd'hui, une des difficultés qu'on a sur ce passage à l'échelle, c'est la sensibilisation, notamment des patrons de PME sur l'investissement. Donc j'y reviendrai après, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui font un peu les autruches en fait dans les patrons. Encore il y en a encore parce que c'est un investissement en fait pour une PME on avait chiffré à peu près une PME de moins de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on prend 10 à 20% du budget IT sur la partie cyber, nous on a chiffré pour passer les étapes là, sur les niveaux bronze, argent et or, c'est entre 25 à 50 000 euros par an. D'accord.
pour passer chaque étape. Donc pour une PME, c'est quand même un investissement. Et donc il y en a encore qui reculent même sur l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je me fais évaluer, je ne peux plus dire que je ne savais pas. Ouais. C'est Voilà. comme quand on fait une prise de sang. Voilà, il y en a qui préfèrent être considérés comme incompétents que malhonnêtes. Donc la partie réglementation, malheureusement, ça va devenir un incentive fort. Donc voilà, avec le GIFAS, on travaille beaucoup là-dessus, on travaille beaucoup sur la communication, on travaille beaucoup aussi avec les clusters régionaux pour leur dire, OK, ne faites plus les Autriches, préparez-vous, il y a une réelle menace, on ne veut pas faire peur, mais il y a une réelle menace déjà. Et puis après, il y a un cadre normatif de toute façon qui va vous obliger à y aller. Et peut-être après-demain, un cadre, on en parlait tout à l'heure, on l'a contractuel des donneurs d'ordre. Voilà. Et on travaille beaucoup avec le GIFAS là-dessus. Michel, tout à l'heure, vous évoquiez cette box qu'on va venir plugger là où il faut protéger notamment les machines. Les menaces sont hyper évolutives, on le sait. Alors, du coup, il y aura une veille et une mise à jour permanente sur ce dispositif. Effectivement, ça faisait partie du cahier des charges aussi, en fait, d'être en capacité effectivement, de proposer une solution qui à la fois soit modulaire en termes de type de solutions qui vont pouvoir être embarquées dans cette boîte, mais aussi évolutive en fait en termes d'adaptation effectivement à la menace, capacité en fait à redéployer en fait et à administrer de façon centralisée et très très facile effectivement, donc de redéployer les protections à jour effectivement par rapport à l'état de la menace. Oui. Alors, on peut prendre toutes les mesures pour se protéger. Parfois, l'attaque arrive à passer. Alors, Marion, vous avez un centre de veille et puis de réponse à incidents. Et vous me disiez en préparant ce rendez-vous qu'il faut quand même évaluer tous les scénarios possibles en cas d'attaque, prévoir des scénarios alternatifs pour ne pas bloquer son client, surtout quand il s'appelle Airbus, pour ne pas bloquer une falle. Donc tout ça, ça fait partie aussi du travail en amont quand on va se protéger. Oui, alors pour revenir sur la partie documentation, sur le site du CERT, on a un centre de documentation qui aura vocation à être exhaustif, qui renvoie au texte, mais qui sera agrémenté aussi à terme de fiches explicatives. Sur la question de la préparation, nous, on va développer cette partie connaissance de la menace, qui, du fait de nos adhérents, puisque dans les membres fondateurs que je vous ai cités, l'idée est d'agréger toute l'information. Certains sont adhérents de l'Aviation Isaac, d'autres non, mais on aura vocation à agréger toute cette information de manière à mieux connaître la menace, de mieux connaître les TTP et de façon à pouvoir expliquer quelles peuvent être... on le fait déjà un petit peu là actuellement, mais plus en réactif. Quand on observe une attaque, on communique avec nos membres du même type pour leur dire on a observé tel type d'attaque avec tel TTP pour tel type d'acteur, donc on vous préconise de mettre en place telle et telle mesure. Mais l'idée, c'est d'être un petit peu plus proactif aussi et de préparer ça. Ouais. Donc on va mettre, je pense d'ici 2 mois, des fiches réflexes sur le site. Et ensuite, on aura des fiches de préparation. C'est-à-dire contre tel type de menace, voilà ce qu'il faut que vous fassiez, avec aussi une petite checklist éventuellement. Parce que le problème, et c'est ce qui est pas mal dans l'évaluation de maturité de Boost, c'est qu'il y a des niveaux. Vous ne pouvez pas vous protéger contre tout, ou alors ça va vous coûter une somme faramineuse. Fortune, ouais. Donc il faut arriver à trouver quelles sont ses priorités, et ça c'est un peu compliqué quand on n'est pas un spécialiste cyber, et c'est comme ça que le CERT se positionne aussi, de manière à aider les chefs d'entreprise des TPE-PME qui n'ont pas forcément de spécialistes cyber à portée de main, de manière à pouvoir leur prodiguer ce conseil impartial. Et est-ce que le CERT, en cas d'attaque, participe à la remédiation? Est-ce que vous aidez à rétablir le service? Alors, on n'a pas vocation à faire ça, et c'est pour ça qu'on transférera vers des acteurs privés, notamment via les saisirs régionaux. Ceci étant dit, on recrute un profil technique qui a quand même quelques capacités de forensique et qui sera aussi formé régulièrement par la gendarmerie nationale de manière à pouvoir intervenir en étant sûr qu'il n'y aura pas une compromission des preuves. Donc, il est possible que parfois, s'il y a quelques investigations à faire, on puisse les faire. Très bien. Alors, Rodolphe, tout à l'heure, vous évoquiez le passage des différents niveaux, de bronze à silver à gold. C'est quoi votre conseil pour les sous-traitants, les fournisseurs aéronautiques? Et est-ce qu'il faut serrer ses priorités, pas vouloir tout faire d'un coup et peut-être aller au plus efficace pour commencer?
Alors, oui, c'est le principe même des niveaux, en fait, hein, comme l'a dit Marion. En fait, c'est ce que pas mal de patrons de PME nous disent, quoi. Par où je commence, je n'ai pas forcément besoin de la Ferrari de suite, quoi. Mais si on m'avait dit avant à quoi ressemble la Twingo, j'aurais acheté la Twingo, mais on ne me l'a pas dit, quoi. Donc voilà, le principe en fait de ces niveaux, c'est ça, c'est d'arriver à leur proposer une approche segmentée. Après, on parlait de l'enjeu du passage à l'échelle, c'est-à-dire déployer. Quand je parlais tout à l'heure de cet effet d'autruche, en fait, les patrons aujourd'hui qui n'y vont pas, pourquoi ils n'y vont pas en fait? Ils n'y vont pas parce que ça coûte de l'argent, quoi. Et parce qu'ils n'ont peut-être pas la compétence en interne aussi. Parce qu'ils n'ont pas la compétence en interne, mais alors effectivement, il y a cet aspect sensibilisation, c'est ça aussi qu'on fait avec le GIFAS, mais à la fin, on en revient toujours au nerf de la guerre, c'est l'investissement, c'est comment est-ce qu'en tant que patron d'entreprise, qui ne suis pas un expert cyber, j'arrive à un niveau de sensibilisation par rapport au risque suffisant pour me dire oui, il faut que j'investisse. Donc face à ça, en fait, pour revenir à la question et à la priorisation, pour moi, il y a plusieurs enjeux. Il y a le référentiel, c'est une chose, l'expertise, et la qualité des experts qui vont faire les analyses, parce que ce n'est pas des employés de Boost qui font les analyses, c'est nos experts, Sopra, la partie Airbus Protect, on a tout un catalogue d'experts qui vont le faire. Après, c'est arriver à proposer, et là je m'adresse à toute la communauté cyber ici, il y en a plein qui ont des stands qui proposent des produits, c'est arrivé, et on l'a dit, ça a été dit ce matin par Philippe, arriver à proposer, commoditiser les offres, c'est-à-dire on vend de plus en plus de produits cyber, il faut arriver à proposer aux PME des offres qui, d'un point de vue prix, sont compétitives. Arriver à lui proposer la Twingo, un truc packagé où le gars il se dit ok, ça je comprends. Je peux démarrer avec ça. Ça je peux démarrer avec ça. Et puis après, le dernier point qui manque, c'est quand même toujours l'accompagnement financement. On en a parlé ce matin. Donc nous, on essaie plusieurs choses. Ce matin, on parlait avec Marche, en fait, l'expert assurance. Donc nous, on essaie de faire en sorte que les référentiels d'évaluation soient reconnus, en fait, donc avec le support du GIFAS d'ailleurs dans la communauté. Il y a une commission assurance avec le GIFAS, que le référentiel soit reconnu par les experts pour avoir une réduction des primes, des franchises. Si je suis bronze, etc., ça veut dire que j'ai investi, je me suis protégé. Déjà, ça donne dans le dirigeant, il se dit « Ah oui, il y a un business case en fait. Ouais. En fait, vraiment, si j'investis, il y a des gens qui reconnaissent que je réduis mon niveau de risque et donc je paierai moins cher mes primes d'assurance cyber. » Donc il y a un truc vertueux là-dessus. Et puis, il y a un accompagnement qu'il faut qu'on continue à pousser quand même sur des fonds cyber. Il y en a eu dans le cadre de France 2030, des appels à projets. Et moi, je suis persuadé que la vitesse où il faut qu'on aille pour arriver à faire monter les PME, et dans la situation financière où sont aujourd'hui pas mal de PME en post-Covid dans l'aéronautique, qui sont un peu en difficulté de trésorerie, il faut qu'on arrive à injecter aussi du cash. Alors, on y travaille avec le GIFAS aussi, avec la DGE, mais j'espère qu'on arrivera à avoir un fonds cyber au niveau national, mais il y a aussi quelque chose à faire au niveau régional pour aider les PME. Alors ça, c'est un message pour la région Occitanie. Message région Occitanie. Très bien. Michel, je reviens sur la box dont vous évoquiez tout à l'heure le déploiement prochain. Est-ce que c'est accessible en termes de prix? Et si on est intéressé, à quelle porte on frappe? Alors, pour l'instant, effectivement, on en est encore effectivement à l'expérimentation et on va travailler encore les modèles financiers associés en fait à cette boîte. Mais en tout cas, encore une fois, elle a été conçue effectivement pour pouvoir minimiser en fait l'investissement nécessaire à déployer. Et quand on voit aujourd'hui le prix effectivement des programmes de déploiement de cyber dans des environnements industriels, encore une fois, qui nécessitent des approches très très spécifiques, on se rend compte assez rapidement qu'avec ce type d'approche standard, on arrive en fait à réduire nettement en fait les coûts liés à la protection. En fait. Et ensuite, au-delà en fait de la protection, je voudrais quand même appuyer sur un sujet qui est que, on l'a vu tout à l'heure sur l'évolution de la menace, etc. Arriver en fait à une protection 100% aujourd'hui en fait des infrastructures, c'est pas réaliste. Et ça peut paraître très très coûteux, et c'est très très coûteux. Du coup, en fait, il faut vraiment se concentrer sur des approches très très pragmatiques, en fait, sur des quick wins pour aller monter en maturité sa cybersécurité sur ces installations. Et ça, on ne parle pas toujours effectivement de choses très très coûteuses. Quand on regarde les préconisations de l'ANSSI, quand on regarde effectivement les boîtes à outils aujourd'hui poussées par Boost Aero, etc., on est quand même sur un ensemble de solutions aujourd'hui qui restent abordables dès lors en fait que les entreprises et les organisations sont accompagnées
par des professionnels effectivement qui connaissent, qui savent les conseiller en fait sur ce chemin vertueux vers la protection cyber. Donc on ne parle pas non plus toujours d'investissements très très importants, on parle de règles d'hygiène en fait à implémenter qui souvent réduisent drastiquement la probabilité de subir une cyberattaque. Peut-être une question avant, je vais passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, vous levez la main, je viendrai vous apporter un micro. Thierry, est-ce que dans un contexte de montée en cadence très agressif côté Airbus, qui veut produire de plus en plus d'avions, l'aspect cyber prend une acuité particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être en retard à cause d'un problème cyber qui ne serait pas un problème purement industriel. Est-ce que ça va accélérer, je dirais, la prise de conscience dans la supply chain? Alors oui, c'est aussi la raison de notre existence. Si Airbus a créé cette société et met à disposition ses experts cyber pour la filière, c'est bien qu'il y a cette prise de conscience-là, qui n'est pas forcément liée non plus à l'augmentation des cadences. On l'a vu, la menace, elle est partout, elle est tous les jours. Il n'y a plus une saison où il y a des menaces et une saison où il n'y a pas de menaces, c'est permanent. Donc ça devient aujourd'hui une nécessité dans notre métier et je crois globalement dans tous les autres secteurs. Est-ce que les donneurs d'ordre peuvent mener des stress tests pour vérifier si leurs fournisseurs et leurs sous-traitants sont au bon niveau? Est-ce que c'est régulier ou ça ne se fait pas? Alors oui, c'est déjà le cas et c'est ce que nous faisons notamment avec le guichet que représente Boost Aerospace. Oui, c'est tout à fait le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement des questionnaires papier pour savoir si oui ou non vous êtes bien protégé. Ce sont effectivement des audits de maturité qui permettent d'avoir un état des lieux et pouvoir conseiller au mieux les fournisseurs industriels sur les niveaux de protection à prendre et savoir, comme ça a été dit, où placer le curseur, quel est le niveau d'assurance que je dois prendre pour avoir un bon retour sur mon investissement. Rodolphe, un mot peut-être avant de passer aux questions sur le livre blanc que vous avez initié en appui avec Soprasteria après 4 ans de retour d'expérience d'Air Cyber, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense, Gilles, vous avez tout dit. Non, mais qu'est-ce qu'on effectivement, il y a eu dans ce livre blanc? Il y a eu beaucoup de travail en commun avec Sopra, mais aussi avec des industriels. On a eu pas mal de témoignages. On a Pascal Andry aussi côté Airbus qui témoigne dans ce livre. Donc on a essayé de rédiger pour la filière effectivement un livre blanc avec un retour d'expérience, avec des conseils, des préconisations pour les PME, justement les PME, TPE et l'ensemble du tissu industriel. Donc il est gratuit, téléchargeable en français et en anglais. Sur le site de Boost, sur le site de Boost Aerospace, voilà. Ouais. Le livre blanc Air Cyber. Air Cyber, bon, mais c'est toujours bon à savoir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des observations? Profitez-en, vous avez 4 experts sous la main. Non, tout le monde a un niveau de maturité cyber exemplaire. Non, pas de questions. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Vous pouvez les applaudir sur la cyber pour la filière aéro. Et je pense que la prochaine conférence va démarrer dans moins de 10 minutes, dans 8 minutes. Merci.